On plonge aujourd'hui dans les sources pour dépoussiérer une image assez tenace, hein. Ah oui, Laquelle? celle d'un Moyen-Âge sale, presque, barbare côté hygiène. On a tous un peu cette caricature en tête. Je vois. Et peut-être même la phrase choc de Michelet, non? Exactement. Nul bain pendant 1000 ans. Bon, un peu excessif, on s'en doute. Carrément excessif, oui. L'idée ici, c'est vraiment de regarder de plus près, grâce à nos sources. On a des analyses historiques, des textes sur l'étiquette. Oui. Et surtout, un guide fascinant, Le Ménager de Paris. On va l'explorer via le site Recettes médiévales. Ah, le ménagier, excellente source. Pour comprendre comment on vivait vraiment la propreté, les bonnes manières, et notamment à table avec ce rituel assez surprenant du lavage des mains à l'eau parfumée. En effet, l'objectif c'est de montrer un peu la complexité derrière ce cliché. Les sources, elles nous montrent un monde avec ses propres codes, ses techniques, Mhm. et un souci certain du propre et du convenable, bien plus nuancé qu'on ne croit souvent. On va essayer de décrypter ça ensemble. Alors commençons peut-être par l'intérieur des maisons. Si les rues pouvaient être boueuses, les textes, comme ce fameux ménager de Paris, donc fin XIVe siècle, Oui, destiné à une jeune épouse bourgeoise, c'est ça. voilà. Eh bien ce texte insiste beaucoup sur la propreté domestique. Ah oui, il y a une vraie attention portée à l'entretien. Le ménager recommande de balayer tous les jours, d'épousseter, de secouer les tapis, les coussins. Quotidiennement. Oui, quotidiennement. Et pas seulement la pièce principale, mais l'ensemble des lieux de passage. On insiste aussi beaucoup sur l'aération, l'inspection des textiles. Les draps, les vêtements hygiéniques. Exactement. Draps, vêtements, fourrures, il faut les secouer, voire même les battre avec des petites verges sèches pour ôter la poussière. C'est précis. Et il y a aussi toute une lutte contre les nuisibles, non? J'ai lu ça. Ah oui, une lutte quasi obsessionnelle, on pourrait dire. Le ménager donne des astuces très concrètes. Comme quoi, par exemple? Et des pièges à souris, l'utilisation de la tête de loup, une sorte de plumeau à long manche pour chasser les araignées, et même des pièges collants pour les mouches. Incroyable. Et contre les puces, j'imagine que c'était un problème. Un énorme problème. Et là, c'est tout un programme. Il conseille de mettre des feuilles d'aune sur le sol, des pièges avec du pain et de la glu près d'une chandelle, Malin. et il suggère même d'étaler des draps blancs sur les lits pour mieux repérer les puces noires avant de se coucher. Astucieux. On voit bien ce mélange de bon sens pratique et, bon, de techniques un peu étonnantes parfois, mais ça montre une vraie préoccupation. Tout à fait, un souci constant. Passons peut-être à l'hygiène personnelle. La base, c'était quoi au quotidien? Alors, la base, c'était le lavage quotidien du visage et des mains le matin. Ça, c'était systématique. D'accord. Le soir, on ajoutait souvent le lavage des pieds, surtout si on avait beaucoup marché, avec de l'eau de pluie si possible. Ah oui, et parfois des herbes ajoutées. Oui, chez les plus aisés, on pouvait ajouter du cresson, de la fougère, des feuilles de figuier, pour parfumer ou peut-être pour des vertus supposées. Et il y a ce geste essentiel dont on a parlé, le lavage des mains avant et après chaque repas. Oui, absolument crucial. Ce n'était pas juste pour être propre, c'était un acte de civilité, une marque de respect. Une question de bonne manière déjà. Exactement. On va y revenir, c'est central, surtout avec notre source recette médiévale. Alors justement, la question qui fâche, le bain complet. Michelet avait-il si tort? Était-ce si rare? Il exagérait largement. Le bain complet n'était pas quotidien, ça c'est vrai, mais il existait bel et bien. Dans quelles circonstances alors? Souvent pour des raisons médicales, pour soigner un rhume par exemple, ou comme un geste d'hospitalité, pour délasser un visiteur fatigué après un long voyage. D'accord. Et il y avait aussi les étuves publiques, non, dans les villes? Tout à fait. Ces fameux bains publics, souvent mixtes au début d'ailleurs. Ah bon? Oui, jusqu'au XIVe siècle environ. Puis on a séparé les jours pour les hommes et les femmes, souvent accompagnés de leurs enfants. Et c'était fréquenté? Ah c'est oui, leur fréquentation était variable selon les milieux, mais disons qu'un artisan pouvait y aller une fois par semaine ou par quinzaine. Ça faisait partie de la vie urbaine. Posséder sa propre baignoire, en revanche, c'était autre chose, j'imagine. Ah oui, ça c'était un luxe. La bourgeoisie aisée pouvait avoir une cuve en bois, souvent démontable, qu'on rangeait au grenier. Démontable, pratique. Oui, mais il fallait toute une installation. Un marchepied, un drap de lin pour couvrir le bois parfois un peu râpeux, et même un dais avec des courtines pour garder la chaleur. Toute une affaire. Et surtout, il fallait des domestiques pour chauffer l'eau, la transporter, vider la cuve, monter et démonter tout ça. On imagine. Et on ajoutait des choses dans l'eau? Oui, parfois des pétales de rose par exemple, pour parfumer l'eau et peut-être masquer un peu les odeurs corporelles. Et chez les très riches, les aristocrates? Là, on pouvait trouver de véritables appartements des bains,
dès le XIVe siècle, avec des cuves fixes, des lavabos, des banquettes, un fourneau pour chauffer l'eau, une cheminée, un vestiaire, parfois même des étuves sèches, des chambres de sudation. Le grand luxe en somme. On voit donc un souci du corps qui va quand même au-delà du simple besoin primaire. Absolument. Et pour les soins plus spécifiques, les dents, les cheveux, Alors, les sources montrent qu'on cherchait à avoir les dents blanches. On utilisait des poudres à base de pierre ponce, d'os de sèche, de corail blanc. des abrasifs en fait. Oui. Et les cure-dents étaient très courants. Pour la laine, on mâchait certaines plantes, galinga, myrte, menthe. Et les cheveux. On les rafraîchissait régulièrement au ciseau et on les lavait. Peut-être une fois par semaine ou toutes les 2 semaines au maximum. Avec des shampoings. Des sortes de shampoings, oui. Souvent des décoctions de plantes, adaptées à la nature des cheveux, à leur couleur, ou pour traiter des problèmes comme les pellicules, avec du jus de bête par exemple, ou la chute des cheveux. Et les peaux. J'imagine que c'était une préoccupation. Une préoccupation constante. Ah. Il y avait des recettes à base d'ail, de jus de bête, de staphysagre. Et l'épouillage était une activité sociale, surtout féminine, avec différentes techniques. À la main, avec des peignes fins en bois ou en ivoire. D'accord. Et pour tous ces soins, on avait des outils, une sorte de trousse de toilette. On trouve des objets dans les fouilles archéologiques qui témoignent de ces pratiques. Des peignes donc, souvent avec une double rangée de dents fines et larges. Des éponges, parfois emmanchées pour atteindre le dos. Pratique, hein. Les pinces à épiler, des cure-ongles, des cure-dents qu'on appelait furgettes, des cure-oreilles. Parfois, tous ces petits outils étaient assemblés ensemble, un peu comme un ancêtre du couteau suisse. On en trouve en milieu urbain, dans les châteaux. Et les matériaux? Ça pouvait être du bois, de l'ivoire, mais aussi des matériaux précieux comme le corail ou même l'or pour les plus riches. Pour nettoyer les oreilles, on utilisait de l'huile d'amande, par exemple. Fascinant. Et pour se laver les mains et le visage au quotidien, il y avait des objets spécifiques aussi? Oui, on utilisait souvent une aiguière, une sorte de pichet, souvent en cuivre, parfois avec 2 becs et une cuvette. Le tout posé sur un petit meuble en bois important, avec une potence pour suspendre l'aiguière et la serviette. Ou parfois un lavabo de pierre intégré dans une niche murale. D'accord, donc des solutions assez pratiques existaient. Tout à fait. Et au XVe siècle, on voit même apparaître des fontaines privatives, des petits réservoirs en fer blanc avec un robinet. On arrive maintenant à la table, le repas médiéval, et surtout le banquet. C'est plus qu'un simple repas, c'est une affaire sérieuse, non? Une mise en scène. Tout à fait. C'est un moment clé pour afficher son statut, sa richesse. On parle d'hospitalité ostentatoire. Une démonstration de pouvoir en quelque sorte. Oui, et cette mise en scène s'accompagne d'une étiquette très stricte. On en trouve des traces dès le XIIIe siècle, et ça se codifie vraiment dans des manuels de bonne manière au XIVe et XVe siècle. Ces manuels sont pleins de règles, j'ai vu ça. C'est assez impressionnant. Plutôt que de les lister toutes, quels seraient les grands principes qui en sortent? On peut peut-être les regrouper par thème. D'abord, il y a les règles d'hygiène pure. Le fameux lavage des mains avant de manger. Oui, mais aussi ne pas se gratter, ne pas se moucher dans la nappe, plutôt dans ses vêtements, nous disent certains textes, ne pas cracher sur la table. Charmant. Ensuite, des règles très importantes sur le partage, parce qu'on mangeait souvent à 2, voire plus dans le même plat. Ah oui, c'est vrai, donc il fallait des règles précises. Absolument. Ne pas prendre le meilleur morceau, surtout s'il y a un étranger. Ne pas remettre dans le plat commun un morceau qu'on a déjà mordu. Attendre son tour pour se servir. Ne pas saucer le plat avec son pain. Logique, finalement. Oui, il y a aussi une très forte insistance sur la modération. Ah! Comment ça? Ne pas se goinfrer, manger lentement, ne pas parler la bouche pleine, ne pas boire avec excès, mettre de l'eau dans son vin. Manger et parler avec mesure. C'est une expression qui revient souvent. D'accord. Hygiène, partage, modération. Et le comportement général? Se tenir droit, ne pas s'avachir sur la table comme un cochon, dit un texte, essuyer sa bouche avant de boire pour ne pas salir le gobelet commun, utiliser son couteau proprement sans appuyer le doigt sur la lame, être gai mais parler peu et à bon escient. C'est tout un art de vivre, et cette insistance sur l'hygiène à table, ça nous ramène au lavage des mains, qui semble vraiment central. Oui, absolument. Et c'est là que notre source recette médiévale, en commentant le ménager de Paris, devient particulièrement intéressante, non?
Tout à fait. Parce que ce geste du lavage des mains, avant et après le repas, ce n'est pas juste une question de propreté élémentaire, surtout quand on mange beaucoup avec les doigts dans des plats partagés. Non, c'est plus que ça. Oui, le ménager et l'analyse qu'en fait Recette médiévale montrent que c'est aussi et peut-être surtout un acte de raffinement, un signe de distinction. Et ça passe notamment par l'utilisation d'eau parfumée spécifiques. Ah, voilà, les fameuses eaux parfumées. Le ménager donne des recettes. Oui, il en donne plusieurs. La plus simple et sans doute la plus courante, c'est l'eau de sauge. D'accord. Et comment on la préparait? La recette est très précise. Il faut faire bouillir 2 bonnes poignées de sauge fraîche, ou l'équivalent en sauge sèche, dans environ 1,5 litre d'eau pendant 5 à 10 minutes. Ensuite, on filtre. Et on la sert comment? Froide? Chaude? Tiède. Le texte dit plus que tiède, et on la présente aux convives dans une aiguière, souvent avec une autre cuvette pour recueillir l'eau usée. Et le choix de la sauge, il a une signification? Le recette médiévale en parle? Oui, le site souligne bien que ce n'est pas anodin. La sauge était réputée pour ses vertus purifiantes, désinfectantes et bien sûr pour son parfum agréable et frais. Donc, offrir cette eau tiède et parfumée, c'est un geste d'accueil. C'est plus que ça. C'est un véritable rituel de raffinement. C'est montrer à ses invités qu'on prend soin d'eux, qu'on maîtrise les codes de la bienséance. C'est une expérience sensorielle, en plus d'être hygiénique. Et il n'y avait que la sauge! Non. Le ménager propose d'autres options, d'autres parfums. On pouvait utiliser de la camomille et de la marjolaine, ou bien du romarin avec de l'écorce d'orange, ou encore des feuilles de laurier. On avait le choix? Oui, et d'autres sources mentionnent aussi très fréquemment l'eau de rose, qui était très prisée. Donc, une vraie recherche de variété, de plaisir olfactif. Ça change complètement l'image du simple geste hygiénique. Exactement. C'est un détail, mais il illustre parfaitement ce mélange de pragmatisme, on se lave les mains parce qu'on mange avec les doigts, et de sophistication, on le fait avec une eau tiède et parfumée, selon un rituel précis. C'est ça, la complexité qu'on voulait montrer. Et ce rituel prend encore plus de sens quand on se rappelle comment on mangeait concrètement. Vous disiez à plusieurs. Oui, majoritairement dans des plats communs partagés entre 2 ou plusieurs convives. On mangeait beaucoup avec les doigts ou avec une cuillère. Le couteau servait surtout à couper la viande ou à piquer quelques morceaux. L'assiette individuelle, ça n'existait pas encore. Elle apparaît seulement à la fin du XVe siècle, et pas partout. Et la fourchette? Encore plus rare. Elle est introduite en Italie, mais elle mettra des siècles à s'imposer en France. On mangeait vraiment avec les doigts, la cuillère et au couteau, d'où l'importance capitale de se laver les mains avant et après. Et la nappe? Ah, la nappe, elle, était quasi systématique sur les tables d'un certain rang. C'était un signe de statut important. Blanche, propre, Et le placement à table? Aussi codifié? très codifié. C'était le maître ou la maîtresse de maison qui plaçait les invités selon leur rang social. La place d'honneur était généralement au bout de la table ou à côté de l'hôte. Tout était réglé. C'est intéressant de voir comment ces règles, ces rituels très concrets, se retrouvent ou pas dans la littérature de l'époque. Prenons l'exemple des histoires de Tristan et Iseut, par exemple. Et oui, c'est un bon exemple. Les descriptions de banquets y sont assez fréquentes, et elles servent souvent à dépeindre le faste des cours royales ou ducales. Et que nous montrent ces descriptions? Retrouve-t-on les mêmes éléments? On retrouve certains éléments clés du rituel, oui. L'appel à table. Le dressage des tables, souvent des tables volantes sur tréteaux avec les nappes blanches, le pain. On mentionne très souvent le lavement des mains avant de s'asseoir. Le fameux lavement des mains. Toujours. Ensuite, le service des plats et des vins, souvent dans des récipients précieux, en or, pour souligner le luxe. Puis le retrait des tables après le repas pour laisser place au divertissement. Musique, danse, parfois même des tournois. L'accent est mis sur le luxe, donc. Très souvent, oui. On décrit les tentures murales précieuses, les sols jonchés de fleurs fraîches et d'herbes odorantes, les vins fins, vins d'herbe, vins de mûre, vins de Chypre. On veut impressionner. Ces descriptions confirment donc certaines pratiques réelles qu'on a vues dans les manuels sulaires? Elles confirment surtout l'existence du rituel. Le lavage des mains avant le repas est quasi systématique dans ces textes. L'importance du placement hiérarchique aussi, être assis près du roi ou même partager son plat comme dans certaines sagas, c'est l'honneur suprême. Une petite anecdote intéressante. Le texte anglais Sir Tristram mentionne la bière servie aux côtés du vin lors d'un banquet. Ah oui, c'est possible que ce soit une particularité régionale, ou peut-être une façon de montrer un banquet un peu moins prestigieux, qui sait. Et est-ce que la littérature utilise aussi la transgression de ces règles pour dire quelque chose? L'exemple le plus frappant, c'est quand Tristan se déguise en fou. Mhm.
pour jouer son rôle de marginal, de personnage hors norme, et pour montrer son mépris des conventions sociales de la cour qu'il a rejetées, il va parfois s'asseoir directement sur la table et manger de façon totalement grossière, en piochant partout, sans aucune cérémonie. Il viole toutes les règles. Exactement. Et c'est la preuve, par le contraste, de l'importance de ces codes de bienséance dans la société idéalisée que dépeint la littérature courtoise. Transgresser les règles de table, c'est se placer en dehors de la société polie. Donc ces scènes de banquet littéraires, elles reflètent une partie de la réalité, mais elles servent surtout un but narratif. C'est ça. Elles servent à créer une atmosphère, à souligner la grandeur de la cour, souvent pour créer un contraste avec les drames personnels des héros qui s'y déroulent. Elles sont moins un guide pratique détaillé que les manuels d'étiquette, mais elles montrent que ces rituels étaient connus, reconnus et socialement très significatifs. Alors, qu'est-ce qu'on retient de toute cette exploration si on devait résumer? Je dirais que, clairement, l'image d'un Moyen-Âge uniformément sale et sans aucune manière, elle ne tient pas la route quand on regarde les sources de près. Non, ça c'est sûr. On découvre au contraire une attention réelle à la propreté, que ce soit personnelle ou domestique, et surtout des rituels de table bien plus complexes et élaborés qu'on ne l'imagine. Oui, où l'hygiène se mêle vraiment au raffinement, à l'ordre social. Et ce lavage des mains à l'eau parfumée, tiré du ménagier de Paris, expliqué par recette médiévale, en est un exemple parfait, je trouve. Tout à fait. C'est un détail, mais il est très révélateur. Il nous invite à dépasser les stéréotypes un peu faciles. Mhm. Ces pratiques nous révèlent une société qui, avec ses propres connaissances et ses contraintes, cherchait quand même à organiser son quotidien, à se protéger des désagréments, les nuisibles, les maladies telles qu'on les comprenait. Oui, un côté très pragmatique. Oui, mais aussi, et c'est indissociable, à créer du lien social, à marquer les hiérarchies et à trouver une forme de confort, de distinction, de plaisir même. Ce mélange de pragmatisme et de rituel social, il est constant. Et pour conclure, peut-être une dernière réflexion. On a vu que ces manuels de bonne manière mettaient énormément en garde contre les excès de table, la gloutonnerie, l'ivresse. Oui, c'était vu comme des dangers pour le corps, mais aussi pour l'âme. Il y a un texte qui dit qu'avoir un gros ventre ne sert que peu à l'âme. C'est assez direct, hein. C'est direct, oui. Et je me demandais, face à notre propre époque, avec tous nos débats sur l'alimentation, la surconsommation, la recherche parfois un peu effrénée du bien-être, est-ce que ces préoccupations médiévales sur la mesure, sur les dangers de l'excès, peuvent nous dire quelque chose, éclairer notre propre quête d'équilibre aujourd'hui? C'est une excellente question. Effectivement, cette peur médiévale de l'excès, ce souci de la mesure à table, ça résonne peut-être avec nos propres angoisses contemporaines face à l'abondance et à ses conséquences. C'est une piste intéressante à creuser, oui. Une piste à explorer. Merci beaucoup pour cet éclairage passionnant. Merci à vous.